Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Noté pour vous en images qui correspond aux actualités qui se sont déroulées sur les marchés financiers cette première semaine de février. Alors cette semaine, 3 points à l'ordre du jour. Le premier va concerner, comme souvent, la directive marché d'instruments financiers. Le second, les exigences de fonds propres, mais tout particulièrement pour les entreprises d'investissement. Et le troisième, une actualisation par l'ESMA de nombreux de ces documents de questions-réponses. Concernant la directive marché d'instruments financiers 2, cette semaine sont à noter deux documents que j'estime vraiment importants à lire pour se tenir au fait de ce qui s'est passé. Le premier concerne la traduction des guidelines de l'ESMA sur la gouvernance produit. Alors, pourquoi c'est important? Évidemment, on avait tous compris la version en anglais, ce n'est pas le fait que ce soit traduit qui soit important. Ce qui est important lors de la publication des traductions d'orientation par l'ESMA, c'est que ça ouvre le délai d'application qui est de 2 mois après la publication de l'ensemble de ces traductions. On a donc désormais la date certaine d'entrée en vigueur de ces orientations de l'ESMA concernant la gouvernance produit et donc l'ensemble des obligations tant des producteurs que des distributeurs sur le marché cible. Donc vous vous souvenez, les 5 critères à respecter pour cette détermination du marché cible. Et vous pouvez retrouver d'ailleurs toutes ces informations dans le Noté pour vous en images du 9 juin dernier où je m'étais sûrement longuement étendue sur la publication de ce Final Report sur les guidelines de l'ESMA. Le second document que je trouve particulièrement intéressant sur la directive marché d'instruments financiers 2, c'est la note publiée par l'AMAFI, note 1808, qui concerne la relation client et qui va couvrir certains aspects de cette relation client en regroupant les questions sous 10 thèmes. Alors, c'est une actualisation d'une note qui avait déjà 11 ans, puisque c'est une note 0747 qui datait de la mise en œuvre de la directive MIF 1 et qui est vraiment intéressante d'abord parce qu'elle est dans la continuité, donc elle permet de voir aussi tout ce qui n'a pas changé, je dirais, et qui permet de réellement mettre l'accent sur les différences entre MIF 1 et MIF 2. Évidemment, quand on connaît un minimum MIF 1, sinon c'est un peu compliqué de savoir ce qui était, ce qui n'était pas, si ce n'est par certains rappels fort à propos qui sont faits par l'association. Donc je vous encourage très fortement à aller lire cette note pour les adhérents de la MAFI, évidemment. Notre deuxième point cette semaine va concerner les fonds propres. Alors évidemment, il s'agit de CRD4 et de CRR, mais pas dans son aspect habituel sur lequel je discute avec vous, à savoir les établissements de crédit, mais sur la particularité des entreprises d'investissement. Alors, ça fait un peu le lien évidemment avec la note AMAFI dont je vous parlais. Alors les entreprises d'investissement sont dans le champ d'application de la CRD4 et du CRR depuis l'origine de ces directives. Or, il se trouve que dans le cadre des travaux sur l'union des marchés de capitaux, la mise en place des règles strictement identiques pour les établissements de crédit et les entreprises d'investissement a été un point d'attention de la Commission européenne. Dans ce cadre-là, elle a proposé, fin décembre, une proposition de directive et une proposition de règlement, chacun ayant pour objet d'amender la CRD4 ou le CRR, concernant les entreprises d'investissement. Alors pourquoi faire? La grande innovation de cette proposition, c'est de créer 3 catégories différentes d'entreprises d'investissement. La première catégorie serait une catégorie regroupant les entreprises d'investissement qui sont systémiques, donc celles pour lesquelles il n'y a aucune raison de ne pas appliquer les mêmes règles que les établissements de crédit. Catégorie 1. On retrouve des dispositions identiques, donc peu de choses qui changent finalement, mais la supervision de ces entreprises d'investissement tomberait également sous le champ d'application de la BCE. C'est-à-dire qu'on serait avec des mêmes règles et une même supervision. Voilà pour la première catégorie d'entreprises d'investissement. Concernant le seuil du caractère systémique, on retrouve un seuil qui est classique
à savoir 30 milliards d'euros. La deuxième catégorie d'entreprises d'investissement serait les grandes EI. Alors, ces grandes EI seraient caractérisées par le dépassement de certains seuils qui sont fixés et qui permettraient de considérer que à l'intérieur de ces entreprises d'investissement qui ne sont quand même pas des établissements de crédit au niveau de leur risque systémique, on aurait une différence entre certaines règles qui seraient beaucoup plus souples et surtout flexibles pour certaines entreprises d'investissement. Alors, pour la catégorie 2, à savoir les plus grandes entreprises d'investissement, le point d'attention concerne réellement le contrôle des risques. Pourquoi? Parce que la Commission européenne a proposé un nouveau facteur, en fait de nombreux nouveaux facteurs qu'elle appelle facteurs K, et qui sont vraiment à étudier pour pouvoir mettre en place tout un système de contrôle des risques avec du coup une méthodologie complètement différente de celle qu'on a actuellement pour les établissements de crédit. C'est la catégorie numéro 2. Et on retrouve évidemment dans la catégorie numéro 3 toutes les entreprises d'investissement qui ne rentrent pas dans les seuils précédents, à savoir qui ont évidemment moins de 30 milliards d'euros, qui ne présentent aucun caractère systémique et qui ne remplissent pas les seuils qui ont été définis pour la catégorie 2. Pour ces entreprises d'investissement-là, évidemment, plus grande flexibilité et surtout des exigences qui sont beaucoup moins lourdes que celles qui s'appliquent à elles aujourd'hui. On rappelle que la grande différence entre les établissements de crédit et les entreprises d'investissement et qui justifie évidemment les travaux entrepris par la Commission européenne, c'est que les entreprises d'investissement ne détiennent pas les fonds de leurs clients. Et c'est évidemment un grand changement et un élément clé dans la régulation à appliquer à ces entreprises. Notre dernier point cette semaine va concerner l'actualisation par l'Autorité européenne des marchés financiers, l'ESMA, de 4 de ces documents de questions-réponses. Il s'agit des questions-réponses sur la régulation EMIR, des questions-réponses sur la régulation benchmark, des questions-réponses sur la régulation concernant les ventes à découvert et la régulation sur la transparence pre-trade des instruments non-equity par le MIFIR. Je vous invite donc à parcourir l'ensemble de ces documents de questions-réponses pour y trouver les dernières innovations de l'ESMA. Voilà pour les 3 points que je voulais partager avec vous cette semaine. Je vous souhaite de passer un excellent week-end et je vous retrouve la prochaine fois sous des cieux plus cléments, en tout cas moins enneigés puisque je vous retrouverai depuis Cayenne. Passez un excellent week-end et à très bientôt. Au revoir.